Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui d'être avec Raphaël Enthoven pour la Ruche Média. Moins que moi, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation, vraiment. On va parler aujourd'hui du banquet. Alors, je préviens toutes les familles de France. Il faut absolument à Noël que cette BD magique et inédite soit sous le sapin. C'est très important. On va parler aujourd'hui du banquet. Je ne veux rien ajouter à ce que vous venez de dire. Je préfère me taire. C'est fondamental. J'aurais voulu vraiment que cette BD, le banquet de Platon, qui date de plus de 2400 ans, soit là, quand j'avais moi 17 ans ou 14 ans, et que j'étais en cours de philo. Elle est née du même regret chez moi. Ben J'ai regretté de ne pas avoir ça sous la main quand j'étais en terminale, et c'est pour ça qu'on l'a fait. Voilà, c'est une BD alors avec Coco de Charlie Hebdo, et je vous montre un petit peu les planches. On a du mal. Ah, voilà. Alors là, je tombe pile poil par hasard sur le banquet, voilà, super. Et donc on va parler ensemble de ce qu'est l'amour, le banquet et Platon, et faire un lien avec aujourd'hui aussi. C'est intéressant de voir qu'au final, au bout de 2400 ans, ce sujet est éternel, définitif, à la mode et qu'il ne mourra jamais, qui est le sujet de s'aimer les uns les autres. Et il y a un lien très très fort avec, on a le sentiment aujourd'hui d'une dislocation de la société, d'un désamour de ci et de ça, d'une envie de repli, alors que l'amour est plus qu'important. On y croise Socrate, Agathon, Aristophane, Alcibiade, si je ne me trompe pas. Et vous avez eu envie de faire cette BD avec Coco. Pourquoi une BD? C'est la première fois que vous faites une BD. C'est ma première BD. Je dois à l'honnêteté de dire que l'idée vient de Coco et de Rhys. De Charlie Hebdo. C'est eux qui sont venus me voir, qui m'ont appelé. Je connaissais Rhys, moi, depuis longtemps. Et Rhys m'a appelé en me disant, écoute, on voudrait faire une histoire des idées, mais une histoire des idées en mode Paris Match, dit-il en riant, le jour où. C'est-à-dire le jour où telle chose a eu tel rendez-vous, a eu telle conséquence, ou a produit tel livre, etc. Et le premier jour où qui me vient, je trouve l'idée marrante. Et le premier jour où qui me vient, c'est le jour où Socrate a refusé de coucher avec Alcibiade. Parce que là, il s'est passé quelque chose de très important, puisqu'un professeur a expliqué à son élève que son éducation socratique ne passerait pas par le sexe, mais au contraire par l'élévation à l'idée de la beauté dont il est le détenteur. On en parlera, mais et donc je voulais raconter ça. Et donc là-dessus, je rencontre Coco, que je connaissais sans la connaître, avec qui j'avais jamais travaillé, et qui se met à dessiner ça. Je connaissais son dessin, je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux. Non, et le livre entier, et ensuite, on devait faire juste cette scène-là, et je me suis dit, c'est dommage, on va pas s'en tenir là. Et donc le livre entier est né de l'intérieur d'une de ces scènes. Et d'une scène importante parce que justement refuser Socrate était pas très très beau, Alcibiade à l'inverse. Vous avez une façon sympa de le dire. Socrate était monstrueux. Il était laid, il avait une gueule de bœuf, il avait des grosses lippes, il avait les yeux protubérants, il avait tout pour déplaire, si vous voulez, tout pour déplaire. Il avait le regard lubrique, il était bon. Et Socrate avait ce talent, ce génie, ce coup de génie de faire passer aux yeux des gens qui le regardent et qui l'admirent la laideur de son corps pour la preuve de sa beauté intérieure. De cette idée-là est née par exemple la chanson de Jacques Brel, beau, beau, beau et con à la fois. Et bref, c'était la revanche du lait. Socrate se fait courtiser par Alcibiade, qui lui est le plus bel homme d'Athènes. Alcibiade est éconduit par Socrate au terme de péripéties qui vraiment relèvent de Hélène et les garçons. Hélène avec deux L. Ce sont des péripéties ordinaires de la vie courante. Enfin, Socrate refuse de coucher avec lui. Et Socrate lui dit, au lieu de coucher ensemble, c'est-à-dire, au lieu de faire cet échange que tu me proposes, qui consiste à toi me donner un peu de ta beauté et moi un peu de mon intelligence, je ne vais pas échanger de l'or, mon intelligence, contre du cuivre, ta beauté, on va plutôt essayer de comprendre ensemble d'où te vient cette beauté provisoire. Et c'est ça qui est drôle, c'est que c'est sous la forme d'un râteau phénoménal que le lecteur prend son premier cours de philosophie. Et on peut choisir de l'interpréter de deux manières. On peut choisir de penser qu'effectivement, le sexe ne mène à rien. Qu'une fois qu'on s'accouple, qu'une fois qu'on a eu l'illusion d'une fusion et qu'on retrouve ensuite la séparation, la condition d'être séparé, en somme, la mélancolie est promise à celui qui cède à l'illusion qu'il va s'unir définitivement avec celui ou celle à qui il fait l'amour. Et donc on peut considérer en ce sens que Socrate a raison d'élever l'amour au-delà de ses considérations. On peut aussi se dire que quand on s'aime, ne pas faire l'amour, c'est très con, quoi. Je veux dire, bon, et c'est un peu cette alternative qui, pour le coup, est indécidable et livrée au caractère de chacun.
Ça rappelle l'histoire de... Exactement, et ça rappelle l'histoire de Simone de Beauvoir et Sartre qui n'avaient pas de relations sexuelles. Ils avaient plus de relations sexuelles avec les amours contingentes qu'avec les amours nécessaires. Mais ils avaient quand même. Sartre et Simone de Beauvoir couchaient ensemble, il faut pas... Il n'y a pas eu une période d'abstinence totale? Il y a eu, certainement. En Amérique. Dans les couples, il y a souvent des moments de retrait, comme on dit. Mais c'est vrai que la beauté de l'esprit et l'envie d'écrire ensemble était peut-être le goût d'être libre, main dans la main. C'est vrai. Et aujourd'hui, en 2020, on parle souvent du besoin, du manque dans les couples. On dit mais sachez aimer, mais n'ayez pas besoin de l'autre. Et on a l'impression aussi en lisant la BD que le désir et le manque font partie de l'amour et qu'on peut pas aujourd'hui dire, comme on le dit aux femmes d'aujourd'hui, assez envie d'indépendance et prise de liberté, n'ayez pas besoin de l'autre, n'ayez pas besoin d'un homme. Faites-vous votre intérieur. Qu'est-ce qu'on pense de ça aujourd'hui? Comment on en parle de ça? C'est très beau. C'est vrai, dans Le Banquet, il y a le mythe, pour le coup, qui est le mythe d'Aristophane, qui est peut-être le plus beau moment du texte, où Aristophane raconte qu'à l'origine, nous étions des boules. 3 catégories de boules. La boule homme-homme, la boule femme-femme et la boule androgyne, homme-femme. Et c'était des boules très puissantes, très volumineuses, très orgueilleuses, qui ont voulu prendre l'Olympe d'assaut. Et Zeus, bien embarrassé, ne pouvait pas exterminer les boules parce qu'il n'aurait eu personne pour l'adorer. Mais il voulait quand même les punir de leur orgueil. Donc il les a coupés en deux. Il nous a coupés en deux, il nous a séparés. Imaginons qu'au départ nous formions une boule, on a été séparés par le milieu. Et du coup l'humanité a gémi, a cherché sa moitié. Et donc Zeus, pour nous consoler de cela, a mis sur le devant les organes de la génération, pour que nous ayons quelque temps l'illusion de se compléter de nouveau, etc. De là, l'idée, c'est la forme mythique donnée au sentiment que quand on est séparé de l'autre, on est séparé de soi-même. Oui. On est détruit, on est brisé. Alors, il y a vraiment 2 façons d'aimer. On peut considérer que l'amour, c'est la recherche de la moitié de soleil, celui qui nous complète avantageusement. On peut aussi considérer que si l'autre n'est là que pour nous compléter, alors ça n'est jamais l'autre qu'on aime. Oui. Mais c'est la capacité qui est la sienne à nous compléter. Or, l'amour, un amour qui se donne des raisons, c'est un peu Tinder, si vous voulez. C'est l'amour qui match, si vous voulez. Je cherche quelqu'un qui me ressemble ou qui pourrait bien me compléter. Donc, il y a aussi une illusion, l'illusion de la complétude, qui est peut-être un problème. Ce que je veux dire, c'est que toute la question est de savoir, vous l'avez dit tout à l'heure, si le désir est l'expression du manque ou si on peut le penser différemment. Chez Platon, il n'y a pas de problème. Le désir est l'expression du manque. Vous savez, étymologiquement, le désir, c'est Décidus. C'est la nostalgie d'une étoile. Sidus, c'est l'étoile. Dé, c'est le préfixe privatif. Étymologiquement, le désir, c'est la nostalgie de l'étoile. Ça veut dire qu'on veut toujours décrocher la lune. On n'en a jamais assez, si vous voulez. On change de lit tous les soirs, mais on cherche un amour absolu, etc., etc. Donc le désir, on n'en a jamais assez. Quand il est pensé comme l'expression du manque, il y a toute une autre tradition, née avec Épicure, qui était quasiment contemporain, qui dit que le désir n'est pas l'expression du manque, mais l'absence de l'étoile. C'est pour ça qu'il parlait des pourceaux, parce que les pourceaux peuvent pas regarder le ciel. Et donc, ils se satisfont de ce qu'ils ont sous le groin. Donc, il y a vraiment 2 façons de désirer. Soit le désir est l'expression du manque, et c'est sublime, mais il n'en a jamais assez. Et la philosophie est désir de sagesse, mais elle en manque. Soit le désir est l'expression de l'excès, et alors on a le talent de se satisfaire de ce qui ne dure pas. C'est ce qui est magique dans cette BD, dans ce livre que vous avez permis de rendre accessible à tous au bout de 2500 ans, c'est que cette liberté de penser par rapport à l'amour. Oui. Il n'y a plus de dogme. Non. Et on vit dans une société assez dogmatique par rapport au sentiment. Assez normative. Oui, voilà comment il faut aimer. Voilà comment. Alors c'est extraordinaire. On vit l'époque où des gens ont sincèrement le sentiment de défendre l'humanité. En défendant une certaine façon de se reproduire ou d'élever les enfants. Quand on lit Le Banquet, on découvre d'abord que la sexualité n'était pas un problème. Oui, avec un homme, avec une femme. Homme, femme, etc. C'était pas la question. Mais qu'il y avait quand même, aux yeux de Platon, c'est très drôle, un avantage à l'homosexualité, puisque 2 hommes entre eux, ou 2 femmes entre elles, sont dispensés de se reproduire. Et dispensés de se reproduire, c'est-à-dire dispensés de se perpétuer sous la forme mineure de ces gnomes qu'on torche, nous sommes sommés, invités à produire des choses plus belles, à aller vers une forme d'éternité, à conquérir une forme d'éternité, quelque chose qui va plus loin que soi, ou quelque chose qui ne meurt pas complètement avec soi-même. Et c'est la raison pour laquelle, c'est le seul anachronisme que je m'autorise, mais je n'en doute pas. Je ne doute pas que Platon eût été absolument hostile à la GPA.
L'homosexualité n'était pas un problème, mais comme elle offrait l'avantage de se dispenser de la reproduction, l'idée qu'on puisse vouloir... Mais l'idée que quand on a la chance d'être homosexuel, on puisse vouloir se reproduire, lui semblerait probablement une hérésie. Complètement, je suis complètement d'accord avec cette idée. Le rôle que vous avez dans la BD, vous êtes croqué aussi, hein, par Coco. Oui, et c'est passeur, parce que vous parlez de Platon et de voilà, vous parlez comme si vous étiez au-dessus et vous nous expliquez un petit peu à lire entre les lignes de ce qu'est Platon. En fait, mon statut, c'est celui de, pour ceux qui l'ont vu, de Bruce Willis dans Sixième Sens. Oui. Voilà. Très bien. C'est le fantôme qui s'ignore, si vous voulez. Je suis fantomatique. Je crois me promener au milieu d'eux. Je crois même parfois leur parler, alors qu'en réalité, évidemment, ils ne m'entendent pas. Je n'existe pas. Je suis un effet spécial, un fantôme, un intercesseur pédagogue. C'est-à-dire que de temps en temps, par exemple, quand tel passage du banquet rappelle irrésistiblement tel autre passage des dialogues de Platon, eh bien, je fais la jonction entre les deux dialogues. Voilà, je sors de ma toge. Parfois le Théétète, parfois la République, parfois l'Apologie de Socrate, d'autres textes qui viennent entourer le banquet. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ces petites incises font que, comme c'est le texte de Platon, hein, le texte de la bande dessinée, à quelques coupes près, on m'a reproché d'avoir voulu raccourcir le banquet. Or, c'est pas vrai. Non. Techniquement, c'est plus long que le banquet, puisqu'il y a également cet appareil pédagogique fantomatique qui entoure le texte. Oui. C'est presque comme les livres, quand on était jeune, il y avait le livre et l'explication après. Et alors là, l'explication est un peu en mode talmudique, si vous voulez, c'est-à-dire qu'elle est soit autour, soit intégrée, soit il y a une tête qui, il y a une tête qui se pointe dans la bulle pour dire quelque chose qui peut-être qu'il faudrait peut-être savoir, enfin voilà. Pour venir à aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait, ou est-ce qu'on serait très grossier, en faisant un lien entre Monsieur Blanquer et Platon. Alors, je m'explique. Avoir envie de dédoubler les classes, essayer de faire en sorte que la culture soit accessible à tous. C'est ce que vous faites avec la BD. Vous essayez de la rendre accessible à tous. Et un Rousseau qui, lui, disait, non, on va peut-être laisser la culture à ceux qui savent, les sachants, puis les autres, on va penser pour vous. Est-ce qu'on peut imaginer que, justement, la volonté de Platon qui était de dispenser la culture à tous soit aussi l'envie Alors, le meilleur exemple, je ne sais pas si Platon Blanquer ça marche, mais le meilleur exemple, et là vous avez tout à fait raison, d'un Platon démocrate. C'est-à-dire ce qu'il n'était pas, hein. Au départ c'était un aristocrate, il n'aimait pas la démocratie, il trouvait que c'était le bordel. Mais le meilleur exemple d'un Platon démocrate, on le trouve pas dans le banquet, on le trouve dans le Ménon. C'est un autre dialogue de Platon dans lequel Socrate se propose de montrer que nous avons tout le savoir disponible en nous et que, au fond, apprendre quelque chose, ça n'est jamais que retrouver le souvenir du savoir qui est enfoui. Et pour ce faire, il discute un moment avec un esclave. Il dit, donnez-moi un esclave, qu'il parle grec, c'est la seule condition. Et il fait jaillir de l'esclave lui-même un théorème sur les bissectrices. Voilà. Et en ne faisant rien d'autre que lui poser les bonnes questions. Et là, on a un passage extraordinaire où Platon montre qu'évidemment, le savoir, la conquête du savoir, l'apprentissage, c'est-à-dire la disposition au savoir, le fait d'avoir du savoir sans le savoir, est universellement répandue puisqu'elle s'étend aux esclaves. Ce qui est très important, évidemment, dans la logique de Platon. Mais il y a d'autres textes où Platon laisse entendre, comme je crois dans le Théétète, ou comme dans le Charmide, ou même dans le banquet, que il faut des hommes de bonne famille. Seul Alcibiade est digne de recevoir la leçon de Socrate, l'instruction, etc. Après, ce qui est vrai, c'est que la méthode qui est mise en œuvre dans les dialogues de Socrate est une méthode que tous les profs de philo veulent mettre en œuvre en terminale, qui est la méthode dialectique, c'est-à-dire celle qui consiste à prendre son opinion et au lieu de croire que c'est la vérité, lui donner un appareillage argumenté qui l'expose aux arguments d'en face. Très bien. Et ça, cette conquête-là, c'est-à-dire ce passage de la véhémence ou de l'affirmation véhémente à la discussion, aux objections qu'on accepte et dont on pense qu'elles nous stimulent au lieu de nous gêner, ce passage-là est merveilleusement décrit dans tous les dialogues de Platon. C'est magnifique, ça fait un lien direct avec la première question, parce que je voulais vous parler du fanatisme. Il y a à un moment donné une phrase dans la BD, « Seul l'amour donne la force de se sacrifier ». Ah oui. Alors moi je pense aux djihadistes qui disent « Je me sacrifie ».
Alors, est-ce que c'est de l'amour ou c'est du fanatisme? Alors, le texte auquel vous faites référence, c'est un des premiers discours du banquet, dont l'honnêteté commande de dire qu'ils sont immortels parce qu'ils sont dans le truc. Mais ils ont ce défaut de n'être pas, comment dire, c'est vraiment des premières escarmouches, quoi. Ce sont les premières sommations, presque. C'est-à-dire que ce n'est pas des textes majeurs. Et il me semble que c'est Phèdre qui doit raconter ça au début. Je suis pas tout à fait convaincu par ça, c'est un discours contradictoire. Ce qui est vrai, c'est que il y a dans le sacrifice du djihadiste, il n'y a aucun courage. Pour une raison simple, c'est qu'il n'est pas courageux de se sacrifier en faisant le calcul de son intérêt. Le sacrifice implique l'oblation. Quand celui qui se sacrifie parie sur une partouze éternelle et de l'alcool à flot, du sexe et du vin, si vous voulez, pour l'éternité, celui-là, et s'il y croit dur comme fer, celui-là fait strictement le calcul de son intérêt. On est exactement avec le sacrifice dans l'ordre de la spéculation, mais au sens le plus vénal du terme. C'est une marchandise. Je vais me tuer en tuant le maximum de mécréants, et en échange, tu m'offres une partouze pour l'éternité. C'est du donnant-donnant. C'est pas du sacrifice. C'est une négociation. Oui, c'est une négociation. Socrate, au moment de mourir, dans le Phédon, pas dans le banquet, s'attache pendant tout le dialogue à démontrer l'immortalité de l'âme. Il est temps, parce qu'il va mourir. Et puis, à la fin, il dit, bon, j'ai quand même un doute. Il a beau avoir convaincu tout le monde, lui-même se dit, j'ai quand même un doute, j'en sais rien, en fait. Mais tant pis, dit-il, c'est un beau risque. Et il boit la ciguë. Et c'est ça qui est magnifique, c'est-à-dire que c'est un homme qui meurt en ignorance de cause. C'est un homme qui meurt sans savoir si au-delà il y a quelque chose et s'il va continuer à discuter avec les dieux et avec ses amis morts, ou si au contraire il n'y aura plus rien et il retourne au néant. Il ne le sait pas, et c'est dans le doute, voilà, qu'il boit la ciguë. On est là, davantage, dans l'ordre... On est incontestablement dans l'ordre du courage, mais presque aussi dans l'ordre du sacrifice, parce que c'est quelqu'un qui refuse d'échapper à la loi, qui est injuste, et qui le condamne à mort, parce qu'il sait aussi que cette loi, que l'application de cette loi aura pour effet de féconder des esprits philosophes, comme celui de son élève Platon. Et c'est d'une immense humilité, en plus. Oui, c'est d'une grande humilité. C'est d'une grande humilité d'accepter de ne pas savoir. Toute la différence en philosophie, si vous voulez, se fait entre les gens qui croient savoir, et les gens qui savent que les premiers croient. Oui, c'est ça. Si vous voulez, la plupart des gens croient savoir sans savoir qu'ils croient. Lire Platon, c'est découvrir que chaque fois qu'on croit savoir, en réalité, on fait l'objet d'une croyance. Et qu'il faut démonter cela pour construire un savoir qui soit stable. Et parfois penser contre soi-même. Penser contre soi-même, c'est la fin du tête-à-tête. C'est un autre dialogue encore où Platon dit... La philosophie, c'est un dialogue de l'âme avec elle-même, et c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Oui. C'est-à-dire, c'est une discussion de soi à soi, où on se fait à soi-même toutes les objections qui donnent ensuite à ce qu'on pense un peu plus de force. C'est pour ça que c'est très important que ce soit aujourd'hui en BD. On a souvent pensé que c'était pas un art majeur, mais bien sûr que si. Et il y a une possibilité de comprendre ce qu'est la philosophie, alors que c'est un texte peut-être oublié ou difficile d'accès quand on l'a dans les mains. C'est un texte vénéré. Exactement. Donc du coup, on le lit peu. On n'ose pas. C'est ça, on n'ose pas. On n'ose pas. Et est-ce qu'il va y avoir une suite? Est-ce qu'il va y avoir d'autres philosophes, d'autres BD? Est-ce que c'est Noël prochain, dans une collection, peut-être avant? Moi, c'est très personnel comme question, très égoïste. Je veux toute une collection. Ah, super. C'est très très important. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant. D'accord. En tout cas, c'est le début de quelque chose. C'est certainement le début de quelque chose. Le bonheur qu'on a eu à le faire. Le régal de bosser ensemble, en fait, parce que il faut savoir ce que c'est que de bosser avec Coco. Bosser avec Coco, c'est d'abord avoir un super pouvoir. Je l'appelle et je lui dis, non mais tu vois, sur telle scène, j'imagine un peu les trucs comme ça, comme ça. Ok, très bien. Vous savez, elle fonctionne un peu comme un grand chef qui, au lieu de vous donner un menu, une carte, viendrait vous voir au restaurant et vous demanderait votre humeur. Ah oui. De quelle humeur êtes-vous? Je m'occupe du reste. Vous voyez ce que elle bosse un peu comme ça, Coco. Donc c'est très rassurant. Donc le régal qu'on a eu à le faire, j'espère contagieux, fait peut-être de ce livre. Vous savez, parfois on a des choses difficiles à dire aux gens et il faut mettre du miel autour de la coupe. Dit Lucrèce. Oui. Ben, c'est un peu ça. C'est le miel. Le dessin, c'est le miel. C'est super. Il y a une question d'actualité que j'aimerais vous poser. On va diffuser cette semaine, dans 2 jours, c'est cette fameuse grève. Je voulais avoir votre avis de professeur de philosophie sur la foule, la différence avec le peuple, la différence avec le citoyen. Et Platon avait vraiment plus qu'un point de vue sur ce qu'elle a cité. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une envie, jeudi ou les prochains jours, d'une révolution totale, d'un amour de la République qui fait qu'on veut...
faire partie d'elle, ou est-ce que justement c'est ces différentes ce séparatisme de corporations qui fait que chacun se bat pour son histoire, et là finalement où est l'amour, où est l'envie, où est la communion? Ce sont deux choses il y a beaucoup de choses très différentes et beaucoup d'éléments, je crois, dans ce qui va se passer le 5 décembre. Oui. On discute, on est l'avant-veille. Hein, oui, on est l'avant-veille, on diffusera demain. Donc, dans ce qui va se passer le 5 décembre, il y a beaucoup de choses. Il y a d'abord, et c'est la base, les revendications légitimes de gens qui ne gagnent pas grand-chose et qui se voient traités de privilégiés par des gens qui gagnent plus qu'eux. Et qui, de ce point de vue, sont quand même fondés à descendre dans la rue pour dire merde. C'est la moindre des choses. Il y a aussi des gens à qui on a expliqué qu'ils auraient toute leur vie, non pas des privilèges, mais des régimes spéciaux, qu'aujourd'hui on leur explique, dont aujourd'hui on leur dit qu'ils ne pourront pas être maintenus, et qui, à bon droit, peuvent avoir le sentiment d'une trahison. Il y a aussi des gens qui viennent, par exemple comme le Parti Socialiste, sans penser un mot des slogans qui sont brandis, uniquement pour se mettre du côté des opprimés et gratter quelques voix et exister politiquement. Il y a de tout, il y aura de tout. Le 5 décembre, du plus digne au plus mesquin, au plus illégitime. Il y aura de tout. Ce qui est en revanche intéressant dans ce débat, c'est au fond... qu'est-ce qu'il emporte? Vous avez deux discours face à face. Vous avez le discours qui revendique l'éthique de responsabilité, qui dit il faut faire ce que nous faisons en ce moment au régime des retraites pour le sauver, c'est-à-dire en somme l'amoindrir pour le sauver. Et puis vous avez face à ça le discours de l'éthique de conviction qui consiste à dire c'est se soumettre à l'ordre des choses et minorer la force du politique que de ratifier de cette façon une démographie, un déficit, etc. au lieu d'avoir l'imagination d'inventer un autre monde. Bien. C'est très important que ce débat ait lieu. Oui. C'est très important qu'il vive. C'est très important surtout qu'il ne soit pas pollué par les gens qui croient détenir la vérité. Et donc, moi, je trouve que c'est un événement important. Voilà, oui. C'est un événement très, très important. La position de Platon sur la démocratie et sur des initiatives comme celle-là serait très simple. Je pense que Platon ferait donner la garde contre ça. Il leur ferait dire, comme dans les romans de Hugo, tailler les manants, si vous voulez. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hein, vraisemblablement, Platon n'aimait pas le désordre. Il faisait certainement partie de ces gens qui, avant Pascal, avant Montaigne, préféraient l'injustice au désordre. Il n'y a pas de doute là-dessus. Reste que la conception très antipathique de la cité idéale chez Platon, qui consiste à dire que c'est une cité hiérarchisée dont les hiérarchies doivent être maintenues. Il y a le philosophe, il y a le soldat, et il y a le paysan, qui correspondent à une tripartition de l'esprit, du cœur et du bas-ventre. Cette conception qui est très conservatrice, qui récuse tout, enfin qui n'envisage même pas l'idée d'avoir d'ascenseur social ou quoi que ce soit, a une vertu, je crois. C'est celle de concevoir la justice, donc non pas comme la justice sociale ni comme l'égalité, mais comme l'excellence. C'est-à-dire que Platon dit, certes, les individus ne sont pas au même endroit des couches sociales, des hiérarchies sociales, mais ce qui fait la qualité d'un homme, ça n'est pas sa position dans la hiérarchie, c'est le rapport qu'il entretient à la position qui est la sienne. Autrement dit, la compagnie d'un excellent cordonnier vaut mieux que la compagnie d'un sophiste. Oui. Vous voyez ? Oui, complètement. Largement. Oui. C'est même pas comparable. Ce qui fait la qualité d'un individu ne dépend en rien de sa position dans la société. Elle dépend uniquement du rapport qu'il entretient à sa propre activité. Et ça, c'est fondamental parce que quand on est capable de penser comme ça, c'est-à-dire d'aimer ce qu'on fait, d'une certaine manière, on est invincible, où il y a toute une série d'agressions auxquelles on se rend hermétique. Donc il y a aussi quelque chose de libératoire dans la cité idéale qui par ailleurs n'a rien de démocratique et où certains philosophes comme Karl Popper voyaient la matrice de tous les totalitarismes. Parfait, ça c'est génial. On va diffuser la veille en effet du 5. Donc c'est pour ça que je tenais à vous poser cette question parce qu'on est dans des atermoiements, du questionnement. On ne sait plus trop ce qu'est aujourd'hui une démocratie, la différence entre la foule et le peuple. Est-ce qu'on a le droit... ça c'est très important voilà, parce que c'est-à-dire que nous vivons l'époque des candidats du peuple. Alors nous vivons l'époque des candidats du peuple. Ça a toujours été l'époque des candidats du peuple en démocratie. C'est-à-dire que la démocratie a toujours produit la démagogie. La démocratie a toujours produit la démagogie puisque la démocratie a toujours produit chez celui qui brigue les suffrages le désir de flatter les gens dont il brigue les suffrages. C'est inévitable. Il n'y a pas de démocratie sans démagogie comme il n'y a pas de démocratie sans économie de marché. Ce sont des dots pourris de la démocratie avec lesquels on est obligé de composer. En la circonstance, quand on pense par exemple à un candidat du peuple, c'était très intéressant, souvenez-vous 2017,
Mélenchon était candidat du peuple, oui. Macron était candidat du peuple, Marine Le Pen était candidate du peuple, Nicolas Sarkozy, candidat moins longtemps, était candidat du peuple aussi. Il y avait plein de candidats du peuple, mais c'était pas le même peuple. Sarko, c'était les Français qui se lèvent tôt, Marine Le Pen, c'était les Français perdus dans un monde mondialisé, Mélenchon, c'était les laissés pour compte, hein. Bref, il y avait toute une série de candidats, toute une série de peuples. Lié à la segmentation. Lié à la segmentation, c'est-à-dire que le peuple dont on parlait n'était jamais le peuple, c'était uniquement le peuple des gens qui pensaient comme eux. Or, ce geste-là, c'est-à-dire cette captation de la totalité du peuple par une partie de lui-même, est un geste marxiste qui remonte au XIXe siècle, dans un texte où Marx explique que, par l'universalité de ses souffrances, il n'a pas tort d'ailleurs, le prolétariat est fondé à incarner l'humanité tout entière. Donc on avait une captation de l'humanité par son meilleur interprète, celui qui avait le plus souffert et qui donc, à cet égard, sa souffrance étant un diplôme, était fondé à changer la face du monde. Là, c'est le même geste, mais repris à l'échelle mesquine d'une petite élection, si vous voulez. Candidat du peuple, le peuple c'est moi. Oui, très bien. Oui. Les Français le savent bien, n'est-ce pas? Les Français le voient bien. Le peuple c'est moi. Pourquoi? Parce que le peuple c'est uniquement le peuple de mes clients. Et cette captation-là, et le fin mot de la démagogie, c'est là que ça se trouve. C'est ce qui permet de distinguer, par exemple, le fait d'être populaire du fait d'être populiste. Oui, voilà, c'est ce que j'avais... Le populiste se donne une clientèle, où il est fanatiquement adoré, alors que le populaire tente à s'adresser aussi à des gens qui ne pensent pas comme lui. Exactement. Donc, on a là un vrai critère de différence, sauf que le populiste se réclame, revendique l'onction du peuple, mais c'est un peuple imaginaire parce que c'est un peuple partiel. Voilà, donc du coup, c'est parfait d'avoir cette conversation parce qu'on a besoin d'éclairage. C'est une BD qui éclaire aussi, pour comprendre un peu ce qu'on vit en ce moment. Il y a un lien direct entre il y a 2500 ans et maintenant à travers cet ouvrage. Vraiment, il est temps de s'aimer et de s'aimer n'importe comment et avec n'importe qui, comme on vit. Voilà. Et je vous donne rendez-vous très bientôt, du coup, pour la suite. Avec plaisir. Voilà, c'est une promesse. À très bientôt, Monsieur Raphaël Enthoven, et à très Merci très de votre bonne invitation. journée. Bonne journée, elle commence bien.